Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. Artiviste. L'art doit-il être identitaire ? Contrairement à ce que craignaient les Cassandres de la mondialisation, le développement du capitalisme ne s'est pas traduit par l'arasement des différences culturelles, mais par la floraison des revendications identitaires religieuses, nationales et ethniques, qui ont pris le relais des luttes des classes. Ainsi, une nouvelle sorte d'exclusivisme a vu le jour, qui prétend étendre à l'ensemble de l'humanité les valeurs propres à un groupe. Voici ce qu'on pouvait lire dès les premières lignes de l'article « Ce que l'identité fait à l'art » dans Libération en septembre 2015. En revanche, 2 ans après, dans sa rubrique Culture, le journal The Conversation introduit sa publication par « À la question de savoir ce qu'il entendait par art nègre, Picasso répondit « L'art nègre ? Connais pas ». Par cette réponse, l'artiste ne voulait sans doute pas nier l'existence et la qualité d'un art africain en tant que tel, mais signifier que ce n'est pas tant la qualité artistique des objets qui l'intéressait que leur propriété magique. En somme, la question de l'art identitaire, qu'il soit religieux, national ou ethnique, est un débat d'actualité que nous allons tenter de comprendre ensemble dans la seconde partie de notre étude. Artivisme, c'était quoi encore ? En tout premier lieu, nous avions décrit l'artivisme comme un art militant et un activisme artistique. Un mot valise composé des termes art et activisme. Un néologisme qui désigne l'art relatif aux préoccupations politiques. Naturellement, l'artiviste se définissait comme un artiste intermondial, activiste et non violent. Par ailleurs, nous avions évoqué la façon dont les artistes utilisent leur art comme une arme puissante, à l'instar de J.R. ou de Kader Attia qui s'intéressent essentiellement au vide et à la quête identitaire. Manifestement, c'est en exposant son nouveau projet au Centre Pompidou en 2007 que le travail de l'artiviste français d'origine algérienne serait décrit comme celui d'un questionnement sur l'aliénation culturelle et la quête d'identité. Ghost nous est présenté comme une installation qui évoque une assemblée de 102 femmes en position de prière. Un art identitaire religieux ou spirituel ? À l'instar de Kader Attia qui s'intéresse au vide et à la quête identitaire, je suis sensible à l'esprit avec un petit e et avec un grand E, ainsi qu'à la psychologie humaine. L'homme étant composé en 3 dimensions, corps, âme et esprit. D'ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, je me définis comme une artiviste chrétienne. En définitive, comme beaucoup de personnes cérébrales, j'aime comprendre le pourquoi des choses et trouver les comment, aller au fond des choses, en profondeur, et l'offrir au monde. Malheureusement, comme l'a affirmé le coach thérapeute Christine Mortamet, nous sommes dans une société assez uniforme, très cadrée, qui propose un cadre écrasant, réduit et assèche. C'est une société extrêmement desséchée. Il y a quelque chose de peu nourri, de peu vivant, un peu morbide. Alors quand vous êtes un être sensible, spirituel ou animé d'une richesse intérieure, il y a ce qu'elle qualifie de frottement avec ce que propose la société, qui tend à renier, voire à rejeter les personnes lumineuses. Ce qui explique d'ailleurs l'affection du monde en général pour les choses superficielles. En outre, si proposer un art spirituel est défini comme un art identitaire, alors je me permets de préciser qu'il est bien spirituel et pas religieux. Pour mieux comprendre ce point, je vous invite à consulter le premier chapitre de mon livre « Artistes et culture et le chrétien dans tout ça » et la série sur l'autoportrait publiée sur mon blog, bientôt disponible en version audio. Alors l'artiste doit-il se conformer pour être plus vendeur ? En réalité, chaque artiste a son propre discours sur son travail. C'est sa colonne vertébrale. Malheureusement, comme le dénonce le film documentaire La ruée vers l'art, si certains galeristes prétendent être des passionnés d'art, ils sont en réalité des adeptes de la cupidité. Ils prennent les artistes pour des politiciens qui peuvent changer de discours et donc de projet en fonction de la demande. Assurément, j'entends encore ce galeriste qui m'incite à gommer l'aspect identitaire spirituel de mon art pour intégrer son écurie. En revanche, la voix des vrais marchands d'art parle beaucoup plus fort. Respectueux des artistes, il les encourage à rester fidèles à ce qu'ils sont, des êtres lumineux, inspirés et authentiques. Un art identitaire, ethnique ou politique ? Dès lors, en évoquant ces anecdotes, d'autres me reviennent à l'esprit et me confortent dans mon sentiment. Effectivement,
il existe bel et bien une quête identitaire ethnique dans notre société. Et naturellement, elle se manifeste aussi dans le domaine de l'art. À ce propos, il y a quelques années, quand j'étudiais à Bruxelles, je passais mes vacances en France. C'est ainsi qu'en juillet 2005, je me rendais à une exposition exceptionnelle qui avait lieu à l'Hôtel de Ville à Paris. À l'instar du Centre Pompidou qui offrait une grande exposition d'art contemporain africain, titrée Africa Remix, l'Hôtel de Ville proposait une exposition plus sobre, avec une dizaine d'artistes congolais sélectionnés pour l'occasion. Il s'avère que 4 mois plus tôt, moi et mes amis congo-belgoises, nous avions assisté à la première du nouveau spectacle de la compagnie Point Zéro, inspiré du pamphlet de Mark Twain, King Léopold II. De surcroît, la pièce qui avait été jouée au théâtre de la Place des Martyrs bruxelloise faisait polémique. De sorte que dans la tribune le soir.be, on pouvait lire « Affaire d'État ? Non, affaire coloniale et royale », les deux étant intimement mêlés. L'artiviste, au cœur d'un problème identitaire ? En outre, et c'est dans ce contexte au devoir de mémoire incertain que les artistes congolais exposaient leurs œuvres dans la capitale parisienne. Quoi qu'il en soit, c'est aux côtés des artistes internationaux, les Makusa et Roger Botambe, fer de lance de l'art contemporain congolais, dit-on sur le site Paris Art, que figurait une pléiade de jeunes artistes. À l'instar des artistes exposants, j'échangeai quelques mots en particulier avec un jeune sculpteur. À première vue, il était désabusé, et j'en peinais à en comprendre les raisons. Suite à quoi, il me fit une remarque pertinente sur la réalité de l'artiste africain. Le problème, me dit-il, c'est que nous ne sommes pas libres dans notre art. Pour s'exporter, nous devons produire un art à caractère identitaire. Avez-vous remarqué qu'on ne demande jamais aux artistes européens de créer des œuvres identitaires ? Conséquence, une revendication identitaire dans l'art ? Paradoxalement, à notre jeune sculpteur congolais, d'autres artistes revendiquent une forme d'art identitaire ethnique. Comme je l'ai évoqué en introduction, suite aux déclarations de Picasso sur le sujet de l'art nègre, le journal The Conversation poursuit par « Mais c'est justement ce côté fétiche de l'art africain qui a valu à ce dernier une relégation en Occident, notamment au XVIIIe siècle de la part des tenants de l'esthétique naissante. » Deux auteurs, Burke et Kant, à travers leurs œuvres respectives, Recherches philosophiques sur l'origine de nos idées sur le sublime et du beau, paru en 1957, et Observations sur le sentiment du beau et du sublime, paru en 1764. Ils inaugurent une série de positions à travers lesquelles l'idée d'une perversion de ce qu'on peut appeler l'art africain s'opère par des termes fétiches, idolâtrie, primitifs, auxquels sont associés des objets. En provoquant l'horreur et la frayeur, ceux-ci peuvent être ni beaux ni sublimes. Désormais, c'est de cette africanité fétiche que l'art contemporain africain cherche à se départir, en s'alignant sur l'art contemporain occidental, voire sur ce qu'on peut appeler l'art contemporain global, si bien qu'on peut se demander s'il existe en la matière un art que l'on peut qualifier d'africain. L'art identitaire n'est pas une affaire de noir et blanc. Bien que les exemples que je vous ai soumis sont en relation avec la communauté africaine, le sujet de cet article n'est pas de cibler une communauté en particulier, mais sur la réalité d'un art dit identitaire. Ainsi, je vous invite à lire la publication complète de The Conversation pour en savoir davantage sur la revendication d'une certaine africanité dans l'art. Nul doute, comme l'a souligné Jean-Michel Houp, l'un des auteurs de la pièce polémique belge, mon travail n'a rien de moralisateur, de justification d'une cause ou l'autre, rien de noir et blanc, si l'on ose dire. J'ouvre simplement des questions dont nous n'avons pas nécessairement les réponses. Ainsi, la demande d'un art dit identitaire n'est pas exclusive aux Européens. Car à l'époque où je démarchais les galeries parisiennes, j'eus la mauvaise expérience d'être jugé sur mes origines et pas sur mon travail. Et ce par une galeriste de ma communauté. C'est ainsi que cette marchande d'art me conseilla vivement en tant que compatriote, je cite, de faire un art plus identitaire avant de le présenter aux galeries d'art. Tout ceci sans avoir consulté mon travail. Un art identitaire ou un retour au point zéro ? Toutefois, ce phénomène identitaire dans l'art est-il nouveau ? Ou a-t-il existé depuis toujours ? Dès lors, pour répondre à ces questions sensibles, il faut faire appel à la sagesse de Dieu. C'est d'ailleurs en lisant le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, versets 8 à 11, écrit par le roi Salomon, que j'ai pu trouver une réponse pertinente à tout ceci. L'œil ne se rassasie pas de voir,
et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Vois, ceci est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Alors, que dire de plus ? En réalité, l'artiste a toujours été un témoin de son temps, souvent avant-gardiste, mais jamais hors sujet. Tout simplement une figure sensible au monde et donc à son contexte géographique identitaire, donc ethnique, politique, voire religieux. Comme des milliers d'œuvres que l'on peut découvrir au Musée des Arts et des Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, au Quai Branly. Si vous avez l'occasion de visiter ce musée, vous verrez qu'en ce temps-là, chaque continent, chaque pays, chaque peuple avait déjà ses propres artisans. Tous ces artistes étaient qualifiés dans leur art. C'étaient de vrais Bezalel et Oholiab en puissance. Aussi, vous noterez que d'un continent à l'autre, aucune des œuvres n'est inférieure ou supérieure aux autres, qualitativement parlant. Ce sont toutes de vraies œuvres d'art. Et c'est bien pour ça qu'elles sont exposées dans un musée aujourd'hui, même si nous savons dans quel contexte historique elles ont été acquises. Ainsi, la question de savoir est-ce que, ou pourquoi, ou comment est apparu cet art identitaire contemporain ne se pose pas. Et notre héritage dans tout ça ? Pour ma part, je l'ai évoqué dans mes ouvrages avant d'entrer aux Beaux-Arts, j'étais autodidacte. Ainsi, à l'instar de Picasso, qui, soit dit en passant, n'aurait pas été Picasso sans l'art nègre, j'eus mes périodes. Comme lui à sa période bleue, suite à une période de deuil, Rose suite à des périodes plus joyeuses, et enfin sa période cubiste, son art le plus connu, inspiré de l'art identitaire africain. À l'époque, comme lui, je produisais des œuvres ethniques. Dès lors, mes lieux de prédilection furent le musée d'Upper, un espace d'art et de culture pour l'Afrique, les Caraïbes et leur diaspora, qui a fermé ses portes en 2017. Et le musée qui a changé tellement de nom qu'on ne sait plus comment l'appeler. D'abord baptisé Musée des colonies, de 1931 à 1935, Musée des colonies et de la France extérieure, en 1932, Musée de la France d'outre-mer, en 1935, Musée des Africains et Océaniens, en 1960, et Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie de 1990 à 2003. Puis le musée a fermé ses portes pour devenir le musée de l'histoire de l'immigration. C'est ainsi que toutes les œuvres ethniques ont rejoint le fameux musée des arts du Quai Branly, dont le nouveau président est Emmanuel Kazaréou. Un Kanak expert des cultures océaniennes. Est-ce la solution ? Le 27 mai 2020, le journal La Croix publie « Stéphane Martin avait lui-même souhaité, avant son départ, que le musée se colorise. Nous sommes trop blancs », indiquant ainsi sa préférence pour ce candidat issu de ses équipes, directeur adjoint des collections du musée depuis 2014, réputé aussi pour son sérieux et son goût du dialogue. Une qualité qui sera précieuse au Kanak Emmanuel Kazaréou pour affronter notamment l'épineux débat sur les demandes de restitution d'œuvres de certains pays du Sud ou d'Asie, alors que le musée du Quai Branly s'apprête à rouvrir sans doute vers la fin juin. Sachez toutefois qu'en évoquant ceci, j'entends la colère de nos amis panafricains, et dont un en particulier qui est intervenu en juin 2020, accompagné de quelques militants au musée du Quai Branly notamment, pour reprendre, je cite, « ce qui leur appartient ». Sincèrement, je les comprends. Cependant, comme je l'ai souligné dans le contenu de mon courrier au président Emmanuel Macron concernant le déboulonnage des sculptures, je ne cautionne pas. Pourquoi ? Parce que sans faire un vilain jeu de mots, il y a l'art et la manière. En effet, dans la Bible, il est écrit « ni par force, ni par puissance », même si c'est ce qu'on nous a fait, mais par l'Esprit du Seigneur, tel que Martin Luther King, l'apôtre de la non-violence, l'a fait. Ainsi, pour résoudre réellement ce problème identitaire, nos actes doivent avoir de l'impact et pas uniquement de l'effet. Alors que devons-nous comprendre ? En somme, dans toutes bonnes actions, bonnes ou mauvaises, il y a des conséquences. Le fait de ne pas véritablement regarder avec lucidité notre passé et nos mémoires finit par nous revenir comme un boomerang. D'où ma suggestion précédente au président
de la République française. Et si à votre tour vous écriviez un courrier à votre président? Attention, ne méprisez pas cet acte, parce que une goutte plus une goutte ajoutée à une autre goutte finit par faire un océan. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Sandrine Miraculeuse sur Passionnée d'art. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, peut-être même sur ma chaîne, et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.